78 ans de silence absolu. C'est le temps pendant lequel le bunker d'Adolf Hitler est resté scellé, loin des regards du monde entier. Sous des tonnes de béton armé et des montagnes de gravats, cet espace est resté figé, protégé par des couches successives d'oubli officiel. Comment ont-ils pu garder ce secret si longtemps? La réponse est simple. Les autorités craignaient que le lieu ne devienne un sanctuaire, mais en voulant effacer la trace, ils ont créé un mystère. À l'intérieur, le temps s'est arrêté. Les couloirs étroits et les pièces sombres sont devenus les témoins directs de l'effondrement du Reich. Quand les portes se sont enfin ouvertes, une question a surgi. Qu'est-ce qui a survécu à l'impact des explosions et au poids des décennies? À l'image, des bureaux renversés, des cartes tachées d'humidité et des objets personnels abandonnés dans la précipitation. Ce n'est pas seulement un vestige archéologique, c'est l'endroit exact où la décision finale du suicide a été prise. Un espace de quelques mètres carrés qui a vu l'agonie d'un régime criminel. Quel secret dormait sous cette dalle de béton pendant près de 80 ans? Les objets retrouvés racontent une histoire de paranoïa et de défaite totale. Ce bunker attire encore aujourd'hui les historiens et les curieux. Pourquoi une telle fascination pour cette tombe souterraine? Parce que c'est ici que l'histoire du XXe siècle a basculé dans le noir. Avril 1945. Berlin n'est plus qu'un champ de ruines fumantes, sous le siège soviétique. L'armée rouge a franchi l'Oder dès la fin du mois de janvier. Quelques semaines plus tard, l'encerclement de la capitale allemande est total. Le piège se referme. Sur les cartes d'état-major, les lignes de défense s'effondrent, les unes après les autres. Chaque rue de Berlin devient un champ de bataille. Chaque immeuble encore debout est transformé en nid de mitrailleuses pour une défense désespérée. Les bombardements alliés ont réduit les quartiers résidentiels en montagnes de briques concassées. On entend le sifflement permanent des obus de l'artillerie russe. L'électricité a été coupée. L'eau ne coule plus dans les conduites brisées. Les transports en commun sont à l'arrêt, les rails du métro transformés en abris de fortune. La population civile est à bout de force. Les habitants se terrent dans des caves improvisées, luttant contre la faim et le froid. À la surface, le chaos est total. Des unités allemandes disparates tentent de freiner l'avance des divisions soviétiques. Les combats se déroulent immeuble par immeuble, étage par étage. Il n'y a plus de ligne de front claire. Le 16 janvier 1945, un homme prend une décision radicale. Adolf Hitler quitte ses appartements de la chancellerie pour s'installer définitivement sous terre. Il descend les marches qui mènent au complexe fortifié. L'erreur était interdite, mais la défaite était déjà là. Hitler disparaît dans les profondeurs du bunker. Il ne remontera plus jamais à la surface. 16 janvier 1945. C'est à cette date précise qu'Adolf Hitler quitte définitivement la surface de la Terre. Il s'enfonce sous le béton de la chancellerie du Reich. Sa nouvelle demeure est le Führerbunker. C'est le début d'un isolement total. Pourquoi Hitler a-t-il choisi de s'enterrer vivant? La réponse est simple. Le ciel de Berlin appartient désormais aux Alliés, mais ce bunker va devenir sa tombe bien avant sa mort. Le dictateur ne sortira à l'air libre que 3 fois. Sa dernière apparition publique est documentée le 20 avril 1945. C'est le jour de son 56e anniversaire. À l'image, on voit les jardins dévastés de la chancellerie. Hitler décore des enfants soldats des jeunesses hitlériennes avec la croix de fer. Les clichés montrent un vieillard prématuré. Son bras gauche tremble violemment derrière son dos. Son regard est vide, fixé sur un horizon qui n'existe plus. À première vue, le bunker est une forteresse imprenable. Mais, en réalité, c'est un cercueil de béton. La structure a été conçue pour encaisser des impacts directs de bombes de 2 tonnes. À l'intérieur, l'espace est saturé. On y trouve des dortoirs étroits, des bureaux fonctionnels, des stocks de carburant et des générateurs bruyants. Un système complexe filtre l'air en permanence. L'atmosphère est étouffante. Il n'y a aucune fenêtre, aucune lumière naturelle. Seules des lampes électriques éclairent sur les couloirs gris. On entend le vrombissement constant de la ventilation artificielle. Pendant ce temps, la réalité militaire s'effondre à une vitesse vertigineuse. Le 20 avril, l'offensive soviétique finale sur Berlin est lancée. 2 mâchoires se referment sur la ville. Au nord, le maréchal Zhukov. Au sud, le maréchal Konev. Les unités d'artillerie lourde pilonnent le centre-ville sans interruption. Le 23 avril, le premier front biélorusse pénètre dans les banlieues ouest. 2 jours plus tard, le 25 avril, l'encerclement de la capitale est total. Plus personne ne sort, plus personne n'entre. La situation a empiré. Les communications avec l'extérieur ne tiennent qu'à un fil.
Quelques messages radio sporadiques arrivent encore. Les messagers à moto tentent de traverser les lignes, mais la plupart sont abattus avant d'atteindre le bunker. Les rapports sont systématiques, le front s'écroule partout. À l'intérieur du refuge souterrain, la tension devient électrique. Hitler reçoit des rapports sur des armées qui n'existent plus sur la carte. Il déplace des divisions fantômes, il hurle des ordres impossibles à exécuter. Les réunions tactiques virent au chaos. Sur les enregistrements des témoins, on note les cris du dictateur. Il insulte ses généraux, il les accuse de trahison. La nouvelle de la fin est désormais irréversible. L'histoire s'est arrêtée là, entre 4 murs de béton armé. 22 avril 1945. Adolf Hitler s'effondre nerveusement dans son bunker. La résistance allemande n'existe plus que sur le papier. Les lignes de front craquent de toutes parts. Mais dans sa tête, la guerre continue avec des divisions fantômes. Hitler exige des contre-attaques impossibles. Il ordonne des percées sans chars et sans munitions. Les officiers qui échouent sont menacés de mort. La réalité militaire n'a plus aucune importance. Pourquoi le dictateur a-t-il perdu tout contact avec le réel? Il attendait un miracle. Mais le miracle n'est pas venu. Le choc brutal survient lors de la conférence quotidienne. Hitler apprend que l'offensive du général Felix Steiner n'a jamais eu lieu. Il l'avait pourtant ordonné personnellement. Mais Steiner n'avait ni troupes, ni ressources, ni carburant. À l'image, Hitler explose de rage. Ses mains tremblent violemment sur les cartes. Il hurle devant ses généraux pétrifiés. Les murs du bunker vibrent sous ses cris. Il l'affirme enfin. La guerre est perdue. Tout le monde l'a trahi. Ses commandants sont des lâches. La crise de nerfs dure des heures. Le silence retombe ensuite. Hitler prend une décision irrévocable. Il restera à Berlin jusqu'au bout. Il mourra dans les ruines de la capitale. Ses proches collaborateurs lui proposent des plans d'évasion. Des avions sont prêts. Des bases militaires sécurisées l'attendent en Bavière ou dans le sud de l'Allemagne. Hitler refuse tout. Son refus est absolu. La porte de son bureau se referme. L'isolement total commence. Le monde extérieur s'efface sous les bombardements russes. Dans le bunker, le cercle des derniers fidèles se resserre. Eva Braun est là. Elle partage sa vie depuis le milieu des années 30. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, a emménagé avec sa femme Magda et leurs 6 enfants. Martin Bormann, le chef de la chancellerie, surveille chaque mouvement. On voit aussi les secrétaires Traudl Jung, Gerda Christian et Elsa Krüger. Les médecins Theodor Morel et Ludwig Stumpfegger circulent dans les couloirs étroits. La garde personnelle SS assure la surveillance finale. À première vue, un centre de commandement, mais en réalité, un tombeau de béton. La situation empire le 28 avril. Une nouvelle information arrive par radio. Heinrich Himmler, le chef de la SS, a trahi. Il a tenté de négocier secrètement avec les alliés occidentaux. Himmler, l'homme de confiance depuis des décennies, cherche une issue de secours. La réaction de Hitler est immédiate. Sa fureur est froide. Il dicte l'ordre d'arrestation immédiat contre son ancien bras droit. La trahison est partout. Le même jour, de nouveaux rapports arrivent sur son bureau. Le temps presse. L'erreur était désormais interdite. Ainsi s'est achevée la dernière lueur d'espoir du régime. 28 avril 1945. La nouvelle tombe dans le bunker. Benito Mussolini a été exécuté en Italie. Son corps a été exposé, pendu par les pieds, livré à la fureur de la foule. Pour Hitler, c'est le signal définitif. Il ne sera pas capturé vivant. Jamais. Comment éviter le sort du DUS? La réponse est brutale. Le suicide. À première vue, un bureau calme. Mais en réalité, le centre névralgique d'une fin de règne. Durant la nuit du 28 au 29 avril, Hitler fait appeler sa secrétaire Traudl Jung. Dans le silence du béton, il dicte 2 documents, son testament politique et son testament privé. À l'image, une feuille de papier, une machine à écrire, l'ombre d'un homme qui tremble. Dans le document politique, il ne montre aucun regret. Il justifie chaque décision de la guerre. Il accuse les Juifs d'être les seuls responsables de la catastrophe européenne. Il désigne ensuite ses successeurs. Karl Dönitz devient président du Reich. Joseph Goebbels est nommé chancelier du nouveau gouvernement. Mais ce n'était que le début de cette nuit étrange. Dans son testament privé, il reconnaît officiellement sa relation avec Eva Braun. Il annonce sa volonté de l'épouser avant la fin. La cérémonie se déroule quelques heures plus tard, dans l'une des petites salles du bunker. Nous sommes au petit matin du 29 avril. L'ambiance est glaciale. Walter Wagner, un simple fonctionnaire du parti, officie le mariage. Les témoins sont rares, Martin Bormann et Joseph Goebbels.
Eva Braun signe le registre et adopte officiellement le nom de Hitler. La célébration est expéditive. Pas de musique, pas de fête. On voit sur la table du champagne et un gâteau préparé par les cuisiniers du bunker. Un petit déjeuner de noces dans une tombe de béton. Le 29 avril, Hitler passe à l'action concrète. Il vérifie méticuleusement chaque page des documents finaux. Il donne des ordres précis. Des copies de son testament politique doivent être distribuées immédiatement. Des messagers sont sélectionnés pour une mission suicide. Ils doivent quitter le bunker, traverser les lignes de feu soviétiques et atteindre différents points du territoire allemand. L'objectif est de transmettre ces dernières volontés au commandement restant. Les coursiers s'enfoncent dans les ruines de Berlin sous les bombardements. L'erreur était interdite, mais le cercle se refermait. Les troupes de l'Union soviétique ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres. Les tirs d'artillerie font trembler les murs du bunker de façon incessante. Chaque explosion rapproche la fin. Hitler observe ses cartes pour la dernière fois. L'histoire s'est arrêtée là. Les textes ont été livrés avec succès dans plusieurs cachettes sécurisées. Cette opération a permis de sauvegarder les archives pour l'avenir. Le 30 avril, le calme règne encore à l'intérieur du bunker. Hitler prend son dernier petit déjeuner avec ses secrétaires. Plus tard, il réunit les officiers pour un ultime point de situation tactique. Mais la réalité est brutale. Le front organisé n'existe plus. Le centre de Berlin est totalement encerclé par plusieurs divisions soviétiques. Les troupes avancent méthodiquement vers le complexe de la chancellerie. Pourquoi ne pas tenter une fuite ? Les tunnels sont bloqués et le ciel est aux mains des Russes. Il ne reste que quelques heures. En début d'après-midi, Hitler fait ses adieux personnels aux membres de son premier cercle. Il serre des mains, sans un mot. Puis, il se retire dans ses appartements privés avec Eva Braun. Personne d'autre n'est autorisé à entrer. À l'image, on voit les visages tendus des proches dans le couloir. Le valet personnel Heinz Lang et Martin Bormann attendent devant la porte. 15h30. Un coup de feu sec retentit dans la pièce. À première vue, un silence de mort. Mais en réalité, la fin du régime. Lange et Bormann entrent immédiatement. L'odeur de poudre se mélange à celle des produits chimiques. Ils trouvent Hitler assis sur un canapé. On distingue une plaie par balle sur sa tempe droite. Eva Braun est allongée à ses côtés, morte par empoisonnement au cyanure. Hitler a également ingéré une capsule de poison avant de presser la détente de son pistolet personnel, un Walter PPK. Sur le sol, on voit l'arme et plusieurs flacons vides ayant contenu les capsules de toxines. L'erreur n'était pas permise. La suite de la procédure a été planifiée avec précision. Les aides de camp enroulent les deux corps dans des couvertures militaires épaisses. Ils transportent les restes vers les jardins de la chancellerie. À l'extérieur, le bruit des explosions est assourdissant. Ils déposent les corps dans un cratère profond creusé par une bombe soviétique. Des soldats apportent plusieurs bidons d'essence stockés dans le bunker. Ils déversent le carburant et craquent une allumette. Le feu prend instantanément. Mais le processus d'incinération reste partiel. Les bombardements incessants empêchent les gardes de rester à découvert. Le carburant vient à manquer. Les restes ne sont que partiellement brûlés. Les événements se sont accélérés. Les soldats russes ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres du jardin. Ainsi s'est achevée une époque. Les corps étaient carbonisés. La terre, retournée par les explosions incessantes, recouvrait les restes. Le même soir, Joseph Goebbels et sa femme Magda prennent une décision définitive. Ils utilisent des capsules de cyanure pour empoisonner leurs 6 enfants. Le docteur Ludwig Stumpfegger les assiste dans cette tâche. Une fois l'acte terminé, le couple sort du bunker. Ils se suicident par arme à feu. Le personnel du bunker déverse de l'essence et brûle partiellement leur corps. Pourquoi Goebbels a-t-il suivi Hitler dans la mort ? Il était le dernier fidèle. Mais son fanatisme a aussi condamné sa famille. Après la mort de Goebbels, Martin Bormann devient la plus haute autorité du refuge souterrain. Mais son commandement est de courte durée. Quelques jours plus tard, il tente de s'échapper à travers les ruines de Berlin. Il disparaît définitivement. Le 2 mai 1945. À l'image, les troupes soviétiques pénètrent dans le secteur gouvernemental de Berlin. Ils trouvent la chancellerie du Reich transformée en un amas de décombres fumants. L'artillerie lourde a éventré la structure. Le bunker est partiellement détruit par les impacts directs des obus. Les événements s'accélèrent. Dans le jardin, parmi les débris épars, les soldats de l'armée rouge font une découverte. On voit des restes humains calcinés à plusieurs endroits. Le Smerch, le service de contre-espionnage militaire soviétique, prend le contrôle de la zone. Les experts sécurisent le périmètre. Leur rapport confirme la récupération de fragments d'os, d'un crâne endommagé par des impacts et de plusieurs pièces dentaires.
L'identification commence. Les enquêteurs utilisent les dossiers dentaires d'Adolf Hitler. Ces documents avaient été méticuleusement conservés par son dentiste personnel, Hugo Blaschke. L'erreur était interdite. À l'image, les enquêteurs interrogent une femme. Il s'agit de Kate Heusermann, l'assistante dentaire. Elle a participé directement aux soins du dictateur. Elle reconnaît et vérifie les prothèses. Les soviétiques multiplient les interrogatoires pour ne laisser aucune place au doute. Les preuves sont formelles. À première vue, une simple procédure médicale. Mais en réalité, la preuve historique de la fin du Troisième Reich. Les restes identifiés sont chargés dans des véhicules militaires. Ils sont transportés vers des installations secrètes à Magdebourg. Pendant des décennies, ces dossiers restent classés top secret dans les archives russes. Des rapports ultérieurs indiquent que les autorités soviétiques ont enterré et exhumé les corps à plusieurs reprises pour éviter tout culte. Le dossier a été définitivement clos des années plus tard. L'objectif était clair, contrôler chaque preuve physique de manière systématique. Les autorités soviétiques ont verrouillé l'accès à la vérité. Durant les mois qui ont suivi la guerre, la version officielle diffusée par l'Union soviétique est restée volontairement ambiguë. Les déclarations se contredisaient, les rapports changeaient. Ce flou a alimenté les spéculations les plus folles pendant des décennies. Pourquoi cacher les faits? Le Kremlin voulait maintenir le doute. Pourtant, les preuves existaient. La découverte des restes humains, l'identification dentaire précise et les documents saisis sur place étaient formels. Adolf Hitler est mort dans le Führerbunker le 30 avril 1945. Mais le manque total de transparence de Moscou a empêché l'opinion internationale d'accepter cette réalité. À l'image, des dossiers classés secret défense et des rapports raturés. Le Führerbunker est resté partiellement intact sous le sol de Berlin. Les soviétiques ont tenté de le détruire, sans succès total. Après l'occupation, l'accès a été hermétiquement scellé. Toute la zone environnante est passée sous le contrôle militaire direct de l'armée rouge. Le site est devenu un espace clos, protégé par le secret militaire le plus strict. Personne ne pouvait approcher, personne ne pouvait voir. Le bunker maudit était une forteresse de béton. Tout commence en 1936. Berlin se modernise pour les Jeux olympiques d'été. La chancellerie du Reich, centre du pouvoir politique, doit s'agrandir. Les ingénieurs renforcent les structures existantes. C'est dans ce contexte que le Vorbunker voit le jour. À l'époque, ce n'était qu'un abri rudimentaire. On le trouve sous le jardin principal de la chancellerie, dans la Vossstrasse. L'installation est peu profonde. Les murs en béton mesurent à peine 1 mètre d'épaisseur. On y accède par un simple escalier depuis le sous-sol du bâtiment principal. À première vue, un chantier urbain classique. Mais en réalité, les fondations d'un tombeau. Le projet a évolué rapidement. Ce qui n'était qu'une protection contre les raids aériens légers est devenu le dernier rempart du régime. Les ouvriers ont coulé des tonnes de ciment jour et nuit. Le bruit des bétonnières ne s'arrêtait jamais. Le site a été transformé en une zone interdite bien avant la fin de la guerre. La situation s'est aggravée avec les premiers bombardements alliés. Le simple abri de jardin ne suffisait plus. Il fallait descendre plus bas. Il fallait plus d'épaisseur. Les ingénieurs ont alors dessiné les plans d'une structure beaucoup plus massive. L'histoire s'est figée sous ces dalles de béton. 1936. L'objectif initial est simple, créer un abri provisoire contre les raids aériens. Personne n'envisage alors d'en faire un centre de commandement permanent. Mais la réalité change vite. Pourquoi cette structure est-elle devenue le dernier refuge du Reich? Le bâtiment d'origine était trop fragile. La réponse est venue de la puissance des bombes alliées. En septembre 1939, la guerre éclate. Les bombardements britanniques et américains deviennent systématiques. Très vite, l'abri ne suffit plus. En 1943, la Luftwaffe perd définitivement la maîtrise du ciel. Adolf Hitler prend une décision radicale. Il ordonne la construction d'un second bunker, plus profond et plus résistant. Ce nouveau complexe est relié au premier abri, le Vorbunker. Ses capacités de défense dépassent alors toutes les infrastructures civiles de l'époque. L'entreprise Hochtief récupère le contrat. Elle a déjà géré les grands chantiers du régime. Les ingénieurs du bureau de construction de la chancellerie dirigent les opérations. Mais le travail n'est pas fait par des ouvriers libres. À l'image, des colonnes d'hommes épuisés transportent des sacs de ciment. La main-d'œuvre est composée de prisonniers de guerre soviétiques et de détenus politiques sortis des camps de concentration. Des travailleurs forcés des territoires occupés complètent les équipes. Les ouvriers s'épuisent lors de rotations continues. Ils travaillent plus de 12 heures par jour.
La malnutrition et les maladies sont la norme. La SS maintient la discipline par la violence pure. Les témoignages des survivants sont formels. Des dizaines de travailleurs sont morts durant les excavations et le coulage du béton. Le coût humain est massif. Le résultat est une forteresse souterraine. Le Führerbunker s'enfonce à 8 mètres sous la surface du sol. Les murs et les plafonds en béton armé mesurent entre 2,50 mètres et 3,50 mètres d'épaisseur. Le complexe compte 18 pièces reliées par des couloirs étroits et angulaires. Chaque accès est scellé par une porte en acier étanche. Sur les plans, on distingue les détails techniques. Un système de ventilation sophistiqué est installé. Il dispose de filtres contre les gaz de combat. On y trouve des réservoirs d'eau potable, des générateurs électriques autonomes et des cuves de carburant diesel. Le bunker peut fonctionner pendant des semaines sans aucun lien avec les réseaux de la ville. La structure est prête à encaisser des bombardements lourds et des attaques chimiques. Le complexe se divise en 2 niveaux distincts. Le niveau supérieur, le Vorbunker, abrite les cuisines, les zones de stockage et les logements du personnel auxiliaire. C'est ici que dorment les secrétaires et les employés administratifs. Le niveau inférieur constitue le cœur du Führerbunker. C'est dans cet espace restreint que se trouvent les quartiers privés d'Hitler. La situation s'est accélérée. Le piège de béton était prêt. 25 pièces reliées par des couloirs étroits. C'est ici, sous la chancellerie de Berlin, que se trouvait le centre nerveux du Troisième Reich. Le complexe comprenait une salle de conférence militaire, un bureau des cartes stratégiques et des quartiers pour les officiers de haut rang. On y trouvait aussi une infirmerie complète et des dépôts d'armes. Des sorties de secours menaient directement vers les jardins extérieurs. Mais à la fin de la guerre, les décombres et les effondrements ont bloqué la plupart de ces tunnels. Pourquoi Hitler a-t-il choisi de s'enfermer dans ce bloc de béton? Il ne faisait confiance à personne. La sécurité était sa seule obsession. Le design intérieur suivait une logique purement fonctionnelle. Les pièces étaient petites, les plafonds étaient bas. Aucun ne disposait de fenêtres. Pour limiter le bruit, les murs étaient recouverts d'un plâtre acoustique spécial. L'éclairage reposait uniquement sur des lampes électriques. Cela créait une atmosphère artificielle permanente, sans aucune notion du jour ou de la nuit. La température restait basse à cause de la profondeur et de l'isolation massive de la structure. Le mobilier se limitait au strict minimum. On y voyait des lits en fer, des bureaux en métal et des tables de travail utilitaires. À l'image, un décor gris, froid et spartiate. Adolf Hitler supervisait directement les travaux. Lors de ses visites de chantier, il exigeait des modifications constantes. Il a ordonné d'augmenter l'épaisseur des parois et de renforcer chaque porte blindée. Il voulait des systèmes de ventilation capables de résister à des attaques chimiques prolongées. Les ingénieurs travaillaient sous la pression. Hitler menaçait de sanctions sévères ceux qui ne respectèrent pas ses plans au millimètre près. Son objectif était clair, le bunker devait tenir même si la capitale s'écroulait totalement sous les bombes alliées. Mais ce n'était que le début de sa paranoïa. Hitler ne voyait pas ce lieu comme un simple abri. Pour lui, c'était le poste de commandement final pour diriger les dernières opérations militaires. C'était aussi le dernier décor de sa vie. Son bureau personnel était équipé de cartes grand format et de systèmes de communication reliés au front. Ses appartements privés comprenaient un salon, une chambre et un accès immédiat à l'une des sorties de secours. La structure fusionnait le commandement de la guerre et la survie personnelle. On entend le bourdonnement constant des générateurs électriques. À première vue, une forteresse imprenable, mais en réalité, un tombeau de béton de 8 mètres de profondeur. Hitler y a passé ses dernières semaines, coupé du monde extérieur, alors que les chars russes approchèrent de la surface. L'histoire s'est achevée entre ces murs renforcés. 30 personnes. C'était la capacité théorique du bunker pour une survie de plusieurs semaines. Mais à la fin du mois d'avril 1945, la réalité est différente. Plus de 40 individus s'entassent dans les couloirs étroits. Des ministres, des médecins, des secrétaires et des escortes armées se partagent l'espace. Pourquoi rester sous terre alors que tout s'effondre? La réponse est simple, c'était le dernier kilomètre carré sous contrôle. Mais la saturation de l'espace fait monter la tension. L'air devient lourd. On entend le vrombissement permanent de la ventilation artificielle. À la surface, les bombardements ne s'arrêtent jamais. Les murs tremblent, le complexe est un labyrinthe. Des tunnels relient le Führerbunker à la chancellerie et au Vorbunker. À l'image, des plans techniques montrent un réseau de béton armé. Mais pendant les derniers combats, les issues disparaissent. Les projectiles soviétiques obstruent les accès les uns après les autres.
Seul le couloir principal reste praticable. Des portes métalliques renforcées protègent encore l'entrée contre une intrusion directe. Le chantier s'est achevé fin 1944. Tout était opérationnel. En janvier de l'année suivante, Hitler s'y installe définitivement. Il est convaincu que Berlin sera le théâtre de la bataille finale. Ce qui ne devait être qu'un refuge auxiliaire devient le centre de commandement du Reich. C'est ici que les dernières décisions sont prises. À première vue, une forteresse imprenable. Mais en réalité, un piège de béton. Les murs sont conçus pour résister aux explosifs de gros calibre. Ils marquent la limite physique de l'isolement d'Hitler. Le cercle des fidèles se réduit chaque jour. Ce bloc de béton symbolise le déclin total d'un pouvoir qui a brûlé l'Europe. Le silence rouge commence ici. C'est ce que les soviétiques ont caché pendant des décennies. Le 2 mai 1945, les combats urbains cessent enfin. L'armée rouge s'empare de la chancellerie du Reich. Les unités soviétiques pénètrent au cœur du quartier gouvernemental. Les dernières défenses allemandes sont anéanties. La caméra enregistre. Le complexe administratif est dévasté. Les bâtiments sont à moitié détruits. Les jardins ne sont plus que des champs de cratères. Des restes humains jonchent le sol entre les débris de béton et d'acier. La situation a empiré en quelques heures. Les soldats russes fouillent chaque pièce, chaque bureau, chaque centimètre de terre brûlée. La chute est totale. Ainsi s'est achevée une époque. 2 mai 1945. Berlin est une ville morte. Les tirs de mortier se taisent enfin. Pourquoi les gradés nazis ont-ils disparu? Ils avaient juré de mourir pour le Reich, mais la réalité était plus lâche. La plupart des hauts responsables s'étaient déjà suicidés ou tentaient de s'enfuir par les égouts. À première vue, un quartier fortifié, mais en réalité, un cimetière de béton. Le bunker est presque vide. Il ne reste que quelques prisonniers hébétés et des cadavres abandonnés dans les couloirs sombres. L'air est irrespirable. Les premières troupes arrivent sur place. Ce sont les hommes du 79e corps de fusiliers de la garde. Le général Vassili Tchouikov dirige l'opération. Ces soldats inspectent chaque mètre carré de terre retourné. Près d'une sortie de secours souterraine, ils s'arrêtent devant un cratère d'obus. La caméra enregistre, des restes calcinés reposent sous une fine couche de terre. Les corps sont méconnaissables. Ce sont les restes d'Adolf Hitler et d'Eva Braun. L'identification commence dans la confusion la plus totale. On ne trouve que des fragments d'os noircis et des morceaux de crâne brisés par les explosions. L'incinération a été mal faite, les tissus sont détruits, la conservation est fragmentaire. Face à l'importance du dossier, le SMERSH prend le contrôle. C'est le service de contre-espionnage militaire soviétique. Les équipes du SMERSH ratissent la zone avec une précision chirurgicale. Ils ramassent tout. Des restes humains, des armes abandonnées, des documents éparpillés dans la boue. Les soldats saisissent du matériel de communication fracassé. Dans les caisses, on empile des cartes avec des annotations manuscrites, des journaux de transmission en morse datant des derniers jours d'avril et des objets personnels. Tout est emballé, scellé et expédié vers Moscou. L'erreur était interdite. Le facteur décisif pour identifier Hitler est d'ordre médical. Ce sont les dents. Les spécialistes militaires récupèrent les mâchoires et les comparent aux dossiers dentaires existants. Le travail est complexe. Les soviétiques interrogent le personnel médical allemand. Käthe Häusermann est arrêtée. Elle est l'assistante du dentiste personnel du dictateur Hugo Blaschke. Elle examine les pièces à conviction. Elle confirme chaque détail, les bridges, les prothèses, les interventions spécifiques. La correspondance est parfaite. Mais ce n'était que le début d'une manipulation politique. Malgré les preuves techniques, les autorités soviétiques lancent une campagne de désinformation. Dans les jours qui suivent la chute de Berlin, ils multiplient les déclarations contradictoires. Officiellement, Moscou affirme qu'il n'existe aucune preuve concluante de la mort d'Hitler. Le secret d'État remplace la vérité historique. Les archives sont classées. Le dossier est verrouillé pour des décennies. L'histoire s'est arrêtée là. Plusieurs semaines ont passé. Les rapports internes confirment l'identification positive des restes, mais l'information reste verrouillée. Les documents du NKVD indiquent une procédure stricte. Les restes ont été incinérés une nouvelle fois, puis enterrés secrètement à Magdebourg. Le lieu exact est classé secret défense. Ce n'était pas un oubli administratif, c'était une décision directe de Joseph Staline. Pourquoi cacher la vérité? Le chef du Kremlin voyait dans l'incertitude un outil politique puissant pour l'après-guerre. Juillet 1945, conférence de Potsdam. Staline fait face à Truman et Churchill. Il affirme froidement que Hitler a pu s'échapper de Berlin. À l'image, des diplomates perplexes et des visages tendus. Pourtant,
Ces déclarations contredisent tout ce que ses propres services de renseignement savent déjà. Le SMERSH et le NKVD disposent alors de dossiers complets. Les rapports incluent des témoignages oculaires précis et des preuves dentaires irréfutables. Mais ces documents ne sortent pas des coffres. La désinformation commence. L'objectif est triple: créer une tension permanente entre les alliés, alimenter le doute mondial et placer l'Union soviétique comme l'unique détentrice de la vérité sur la fin du Troisième Reich. La presse soviétique prend le relais. Les versions se multiplient et se contredisent. Un jour, Hitler est mort à Berlin. Le lendemain, il s'est envolé pour l'Espagne, l'Amérique du Sud ou l'Asie. On voit des titres de journaux évoquer des monastères au Tibet ou des cachettes secrètes en Argentine et au Japon. Ces hypothèses ne reposent sur aucune preuve matérielle, mais elles circulent. Les médias internationaux et les services de renseignement occidentaux s'en emparent. Ils enregistrent des centaines de signalements supposés dans des dizaines de pays différents. L'ambiguïté entretenue par Moscou donne une crédibilité artificielle à des théories invérifiables. Les doutes s'installent. Ils sont renforcés par l'état fragmentaire des preuves physiques. Sur la table d'autopsie, le crâne attribué à Hitler présente des dommages qui ne correspondent pas totalement aux rapports initiaux. Chaque incohérence devient une faille dans laquelle le récit officiel s'engouffre. La confusion était totale, c'était exactement le plan de Staline. 70 ans de secret absolu. C'est le temps qu'il a fallu pour que les preuves sortent des coffres. À Moscou, les fragments du corps sont restés sous clé, protégés par des murs de béton et des protocoles de haute sécurité. Aucun chercheur occidental n'a pu approcher les mâchoires ou les restes dentaires. Les archives du KGB gardaient tout. Les pièces étaient stockées dans des boîtes scellées, loin des regards du public. Pourquoi ce silence total? La réponse est politique. Mais les conséquences ont été désastreuses. Cette opacité a laissé un vide que les théories du complot ont immédiatement rempli. À l'image, on voit des dossiers marqués du sceau du secret d'État. À l'autre bout du monde, les services de renseignement des États-Unis, de Grande-Bretagne et de France s'activent. Ils accumulent des rapports de signalement. On voit des cartes, certains placent Hitler en Espagne sous la protection directe de Franco. D'autres le voient dans les montagnes d'Argentine, cachées au sein des communautés allemandes. Sans confirmation officielle des soviétiques, le doute s'installe. Le doute devient une certitude pour beaucoup. À première vue, un fait historique. Mais en réalité, une guerre de l'information. Même au procès de Nuremberg, le flou persiste. Les chefs nazis affirment que le leader est mort dans le bunker de Berlin. Pourtant, le monde doute encore. Les preuves matérielles manquent. La presse publie des titres contradictoires. Un jour, la mort est confirmée. Le lendemain, on spécule sur une fuite en sous-marin. Pendant ce temps, en URSS, les restes deviennent un enjeu de sécurité nationale. En l'an 1946, les fragments sont déplacés vers Magdebourg. Ils sont enterrés secrètement dans une installation militaire soviétique. 24 ans plus tard, en l'an 1970, la situation change. Les soviétiques doivent rendre les installations à la République démocratique allemande. L'ordre est donné, ne rien laisser derrière soi. Les agents déterrent les restes, les os sont brûlés sur un bûcher jusqu'à devenir de la poussière. Les cendres sont jetées dans l'Elbe. Il ne reste plus rien, aucune tombe, aucune relique, aucun lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du régime. L'objectif était de tout effacer. Mais l'effet fut inverse. Le mythe de la survie était déjà trop fort. Des journalistes et des écrivains publient des livres basés sur des témoignages invérifiables. On utilise des rumeurs pour vendre du papier. L'opacité soviétique nourrit le sensationnalisme. Pour la population allemande de l'après-guerre, cette absence de clarté bloque le deuil. Dans la zone d'occupation soviétique, le silence est encore plus lourd. L'incertitude empêche de tourner la page. L'histoire s'est arrêtée là, dans le courant d'une rivière allemande. 20 avril 1945. Le bunker ne servait plus seulement d'abri. C'était devenu un outil de contrôle psychologique total. Les documents saisis dans le complexe souterrain ont été immédiatement classés secret défense. Parmi eux, les registres de transmission des derniers jours d'avril. Pourquoi Moscou a-t-il caché ses preuves? La réponse est politique. Staline voulait garder le contrôle sur le récit de la fin du Reich. Une partie de ces archives a disparu dans les dossiers secrets de l'Union soviétique. Elle n'a jamais été déclassifiée. Les derniers ordres de Hitler et ses communications d'urgence avec les généraux sont restés sous clé pendant toute l'ère soviétique. Sur les rapports originaux, on voit des ratures. Des passages entiers sont caviardés.
La situation a empiré avec le temps. Le Kremlin a mélangé des preuves médico-légales dissimulées, des rapports officiels contradictoires et des rumeurs propagées volontairement. À première vue, une enquête sérieuse, mais en réalité, une opération de désinformation massive. Ce flou narratif a persisté pendant des décennies. L'Union soviétique possédait pourtant assez de preuves dès le début pour confirmer la mort de Hitler. Mais elle a choisi de laisser la question ouverte. C'était une arme de propagande. Mais ce n'était que le début de l'effacement. 1947, 2 ans après la capitulation allemande, les autorités soviétiques lancent la démolition contrôlée du système souterrain sous la chancellerie du Reich. Les combats de mai 1945 avaient rasé la surface. Mais le complexe profond restait intact. On entendait encore le goutte à goutte de l'eau dans les couloirs sombres. Les ingénieurs de l'armée rouge ont installé des charges explosives au point névralgique. L'objectif était clair, éliminer définitivement le bunker du Führer. Le Vorbunker était situé moins profondément, ses murs étaient moins épais. Il a été pulvérisé par les détonations. La terre s'est effondrée sur les premières salles. À l'image, des nuages de poussière de béton s'élèvent au-dessus des ruines. Mais le bunker principal a résisté. Ses murs en béton armé étaient trop massifs. Sa profondeur le protégeait du souffle. L'explosion n'a provoqué qu'un effondrement partiel de quelques pièces. La structure principale est restée là, enterrée sous les décombres. Le silence est revenu sur le site. L'histoire s'est arrêtée là, sous des tonnes de gravats. 1947. Les explosions ont échoué. Les murs de béton de 4 mètres d'épaisseur ont résisté à la dynamite soviétique. Le bunker est toujours là. Pourquoi ne pas avoir simplement utilisé plus d'explosifs? Trop dangereux pour les bâtiments voisins. Les autorités soviétiques changent de tactique. Si on ne peut pas détruire le bunker, on va l'effacer du monde réel. L'ordre tombe. La zone est déclarée secteur interdit. Les entrées encore debout sont scellées avec des tonnes de béton et des gravats de la guerre. Des grillages sont posés. Des patrouilles militaires circulent jour et nuit le long du périmètre. Personne ne passe. À l'image, des ruines grises sous un ciel bas. Les Berlinois voient les décombres depuis la rue, mais personne ne peut franchir la ligne rouge. Le complexe existe encore dans les mémoires, mais physiquement, il devient une zone morte. 1949. La République démocratique allemande est créée. Le nouveau État socialiste hérite du terrain. La consigne est claire. Aucune trace du nazisme ne doit subsister sur le sol de la RDA. Le bunker du Führer devient un problème politique majeur. Le risque est double. Premier danger, que l'endroit devienne un sanctuaire pour les anciens sympathisants. Deuxième danger, le malaise symbolique d'avoir ce vestige au cœur de la capitale socialiste. L'opération d'effacement s'accélère. Les autorités ordonnent le déblaiement systématique des décombres visibles en surface. Des couches successives de matériaux de construction et de terre sont déversées. Le sol monte. Les entrées disparaissent sous le remblai. Sur les cartes officielles, la Vossstraße est redessinée. Les coordonnées sont modifiées. Dans les registres cadastraux, le site n'est plus mentionné. Il devient un terrain vide, un néant administratif. Pendant les années 50 et 60, la stratégie de dissimulation devient totale. À l'image, des dossiers classés avec le tampon secret. Les références au bunker disparaissent des archives de l'État. Les plans originaux sont mis sous clé dans des zones d'accès restreints. Le bunker n'est plus une ruine, c'est un secret d'État enfoui sous le sable. L'histoire s'est arrêtée là, pour un temps. 20 tonnes de béton et de remblai. C'est ce qu'il a fallu pour recouvrir les derniers vestiges. L'ordre était clair, supprimer toute trace physique ou vider les lieux de leur substance. L'urbanisme devient alors une arme politique. Pourquoi transformer un tel site en quartier résidentiel? Le pouvoir veut le silence. Mais le silence ne s'obtient pas facilement. L'objectif est de neutraliser la valeur symbolique du terrain. Les ingénieurs dessinent des bâtiments administratifs. Les ouvriers coulent des blocs d'immeubles sur les fondations. Dans les registres officiels, l'endroit n'existe plus. C'est un espace urbain ordinaire, sans aucune pertinence historique reconnue. À première vue, un chantier de construction moderne, mais en réalité, une opération de dissimulation massive. Les souvenirs persistent pourtant. Les habitants du quartier observent, les ouvriers qui ont participé au remblayage parlent sous condition d'anonymat. Des décennies plus tard, certains témoignent. Ils décrivent des murs intérieurs absents des plans architecturaux. Ils mentionnent des chambres scellées et des restes d'ossements humains mélangés à des uniformes militaires en lambeaux. Sur les images d'archives, on voit des bennes évacuent des débris sans aucune inspection. Les chefs de projet donnent des ordres secs. Tout doit disparaître immédiatement.
Pas de photographies, pas de documents officiels, aucun inventaire n'est autorisé. Certains récits évoquent pas des inscriptions sur les murs de béton. Des mots comme perdu ou pitié auraient été gravés dans la roche. Rien n'a pu être vérifié. Ces témoignages circulent oralement ou lors d'entretiens secrets avec des journalistes occidentaux. Les rumeurs gonflent, mais le régime refuse de confirmer le moindre fait. L'erreur était interdite pour les autorités de la RDA. Pendant les années 70, la dissimulation s'accélère. Le gouvernement craint la montée des mouvements néo-nazis en Europe de l'Ouest. Le risque est réel, voir le bunker devenir un lieu de pèlerinage. Pour empêcher cela, l'urbanisation est renforcée. De nouveaux blocs résidentiels sortent de terre. La recherche académique sur le site est désormais légalement interdite. Les chercheurs qui demandent un accès sont systématiquement rejetés. Le sujet devient un tabou absolu dans l'historiographie officielle. Les archives sont verrouillées. Pourtant, les habitants locaux continuent de regarder le sol. Ils savent que sous le goudron, l'histoire n'est pas morte. La situation a empiré pour ceux qui cherchèrent la vérité. Le béton a gagné la bataille. Le projet de l'oubli total semblait achevé.